Merci de votre invitation. Effectivement, c'est une piqûre de rappel. Alors, par rapport à la dernière fois, on va prendre les choses par un autre angle, parce que, comme disait l'autre, et l'autre, c'est affreux, parce que c'est une de ces personnes qui est passée à la postérité pour un seul vers, dont le nom est oublié, dont l'œuvre entière, qui devait faire 40 pièces de théâtre, 50 volumes, est complètement passée à la trappe. Ce vers, c'est « L'ennui naquit un jour de l'uniformité ». Plus personne sait. Il faut chercher dans 20 volumes pour savoir qui c'est qui a dit ça et dans quel contexte et à l'intérieur d'une pièce qui... Donc voilà. Donc l'ennui étant né un jour de l'uniformité, on ne va pas faire quelque chose d'uniforme et on va changer d'angle de tir. Tous autant que nous sommes, nous croulons sous l'information et l'information qui nous arrive par flot toujours plus important sur tous les sujets, dont celui dont je m'occupe. Elle est ni gratuite ni innocente, bien entendu. De plus en plus, elle est configurée de manière à obtenir un résultat final qui est celui de nous faire acheter des choses ou celui de nous faire penser des choses. Et donc, ça n'est pas en vous apportant un peu d'informations en plus que j'aurais mérité d'avoir d'abord passé une bonne soirée avec vous et ensuite d'avoir un tout petit peu fait progresser les choses. C'est en vous apportant autre chose d'un rang un peu plus élevé et qui vous servira dans l'avenir. Ça n'est pas en fournissant des informations. Les informations, c'est le béton, le truc qu'on tritouille et qu'après ça, dont on essaye de faire un mur. C'est en vous apportant des outils, des instruments qui sont utiles et qui permettent de penser l'actualité. Tous les outils dont je vais parler maintenant, avec des points d'application dans mon monde, qui est celui de tout ce que font les méchants sur la planète, tout le domaine de l'illicite. Le cours que je dirige encore cette année, j'aurais voulu le refiler à quelqu'un d'autre, mais il est parti ambassadeur, donc me voilà obligé de faire le professeur une année de plus, s'appelle « Évolution, mutation et rupture dans le monde de l'illicite ». Alors on va parler des évolutions, des mutations et des ruptures dans le monde de l'illicite, mais en parlant de ça à partir d'outils conceptuels qui sont utiles pour comprendre. Là aussi, il y a un vieux proverbe qui dit « Donne un poisson à un homme, tu le nourris une fois ». Apprends-lui à pêcher et il se nourrit toute sa vie. Je n'ai pas cette ambition-là, je serai plus modeste, mais on va quand même vous aider à réfléchir à la suite. Le premier instrument conceptuel est celui de force. Il n'est pas nouveau, c'est dans la physique d'Aristote. Et Aristote dit à propos de la force qu'on ne voit jamais une force, on ne voit que ses effets. On ne voit pas le vent, jamais. On voit les branches qui bougent. Dans la mer, on jette un papier, puis on voit le papier qui a l'air de bouger et de s'en aller sur une mer pourtant parfaitement calme et plate. On ne voit pas le courant sous-marin, on voit son effet qui est de faire se déplacer le papier. Donc la notion de force est très importante dans le domaine de l'étude des phénomènes illicites et criminels, parce que le fait de comprendre qu'on ne voit pas une force, mais on voit que ses effets, ça permet de repérer des choses qui font tout ce qu'elles peuvent, et les criminels sont généralement dans cette situation-là, pour être le plus invisible possible. On va partir d'une observation. La simple observation des choses permet de comprendre. Vous allez sur les Champs-Élysées, vous sortez d'ici, vous allez sur les Champs-Élysées, petite 20 minutes à pied, comme ça, et vous regardez les bijouteries. Vous regardez, la vitre de la bijouterie est à peu près épaisse comme un hublot de sous-marin, si tant est qu'il y en ait. Il y a un vigile à l'entrée, il y a un code pour rentrer à l'intérieur de la bijouterie, et à moins maintenant d'être un vrai émir étalonné comme tel, vous avez zéro chance d'entrer dans le bâtiment en question, encore moins d'y voler quoi que ce soit, suite au braquage qu'il y a eu ces dernières années. Et puis maintenant, vous allez sur l'avenue principale de Palerme, en Sicile. Et là, vous allez voir des boutiques de luxe, mais c'est très étrange. Les vitrines sont en verre exactement similaire à celui de l'épicerie du coin. Il n'y a pas de blindage du tout. La porte est ouverte parce qu'il fait chaud. Et sur le seuil, il y a un papy assis sur un pliant qui est en train de parler avec son collègue qui a la bijouterie d'à côté. Et il n'y a absolument aucune espèce de protection. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils sont idiots ou niais ou naïfs? Non, parce qu'ils ne sont jamais braqués, du tout, jamais, zéro braquage à Palerme au cours des 30 dernières années. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui est à l'œuvre. Et quand cette force-là est à l'œuvre, eh bien, personne ne pille les bijouteries, parce qu'autrement, l'intéressé finit dans un des piliers en béton de l'autoroute en construction, et on n'en entend plus parler. C'est comme ça qu'on repère l'existence d'une mafia, une vraie.
pas des voleurs de poules, mais une vraie société criminelle, initiatique, secrète, enracinée dans la société, se repère par des éléments comme ça qui relèvent de la force, à savoir que on ne voit pas, et puis cependant, il y a quand même quelque chose qui se passe, et là, en l'occurrence, qui ne se passe pas. Donc, premièrement, gardez à l'esprit la notion de force. Le deuxième concept, qui est très important, parce que ça permet de comprendre l'époque dans laquelle on vit, c'est un concept, les deux, celui que je vais donner maintenant et le suivant, donc les deux derniers que je vais vous présenter ce soir, sont des concepts tirés d'une discipline à l'intérieur de la philosophie qui s'appelle la phénoménologie. La première apparition, l'invention de cette discipline, eh bien, on la repère très bien dans la date, puisque dans la préface qu'il écrit avant son livre qui s'appelle Phénoménologie de l'esprit, Hegel écrit qu'au moment où il était en train d'écrire ce livre, il voit chevaucher devant lui dans la rue Napoléon avant la bataille d'Iéna, et de manière célèbre, cet homme qui a une puissance de compréhension quand même forte, comme tous les grands philosophes, dit qu'il a compris qu'à ce moment-là, il voyait passer devant lui l'âme du monde à cheval. Les Allemands étaient très impressionnés par la personnalité de Napoléon, et il a ce truc-là. Donc on sait que ça remonte tout à fait au début du 19e siècle, 1806 en gros, phénoménologie de l'esprit. Et après ça, cette discipline a été creusée, cultivée, approfondie par, vous savez, la première fois où j'ai fait un cours de philo au lycée, notre prof nous a bien fait rire. Il nous a dit la philosophie, c'est comme la Russie, c'est marécageux et envahi par les Allemands. Donc voilà, il y a un peu de ça quand même, parce que tous ceux qui ont, à la suite de quoi, développé ce concept sont allemands. Edmund Husserl d'abord, Martin Heidegger ensuite, etc. Donc la phénoménologie, c'est l'art d'étudier, de comprendre l'émergence des phénomènes. C'est-à-dire comment les choses apparaissent devant vous. C'était pas là un jour, c'est là le lendemain. Tiens, pourquoi, comment, etc. Donc c'est très important. Et le premier des concepts à connotation géopolitique en phénoménologie, c'est le concept de puissance configuratrice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le monde est pétri, il est mis en forme par des puissances, et ces puissances ne sont pas celles qu'on a immédiatement tout de suite sous les yeux. Il y a des gens qui ont un rôle politique éminent, mais qui ne sont pas configurateurs de l'avenir du tout. Si vous voulez, par exemple, la puissance physique, la puissance matérielle, la puissance étatique, la puissance militaire, au moment de la Révolution ou avant la Révolution, elle était entre les mains de l'État royal français, mais la puissance configuratrice, c'était plutôt les encyclopédistes qui étaient en train de dicter un agenda pour l'avenir. Aujourd'hui, la puissance configuratrice, et c'est des gros filous, c'est ce qu'on peut généralement qualifier ensemble de Silicon Valley, c'est-à-dire les sociétés énormes et milliardaires en dollars qui, aujourd'hui, en manipulant, comme ça n'a jamais été le cas au cours de l'histoire, en conformant, en configurant toute la manière dont la planète s'informe. Songez qu'aux États-Unis, plus de la majorité des gens acquièrent toute leur information de Facebook. Tout ce qui leur arrive dans la tête au cours de l'année provient à epsilon près d'un seul méga serveur, parce que c'est ça leur nom, c'est des gens qui ont des gros serveurs et qui diffusent avec ces serveurs par l'intermédiaire de ce qu'on appelle maintenant les réseaux sociaux. Donc ce sont des gens très puissants qui, contrairement à l'image paléo-hippie, sympa, la fumette, le t-shirt, etc., sont des requins d'une férocité extrême et dont la nocivité, parce qu'à un moment donné, même les plans les mieux ourdis, les mieux faits, les mieux fabriqués, il y a toujours un os quelque part, il y a toujours le caillou qui vient vous faire trébucher, etc. On a vu tout ça, toute cette espèce de grouillement. Ne croyez surtout pas que des choses qui arrivent dans votre vie. À un moment, par exemple, j'ai publié une étude là-dessus qui paraîtra dans le prochain numéro de la revue dont je m'occupe. À un moment donné, vous avez vu arriver partout en même temps dans les médias le mot diversité. Il n'y était pas la veille, brutalement il y est. Philippe Muret, qui était un génie, avait inventé un concept, de même que encore un Allemand, mais un peu moins philosophe et un peu moins politique que le précédent, qui était Engels, Friedrich aussi de son prénom, l'acolyte de Karl Marx. Il avait inventé au XIXe siècle la notion de peuple sans histoire.
les peuples sans histoire, en gros, c'est ce qu'on appelait aussi à l'époque les sauvages. Et pour lui, s'ils n'arrivaient pas à devenir socialistes, ils étaient bons à l'extermination, pour l'extermination. Il y a dans Marx et Engels les plus beaux appels au génocide que j'ai lus de ma vie. Ce n'est pas la partie que Libération et l'UMA mettent en avant en priorité, mais il y a quand même cette partie-là. Donc, vous voyez, il y a des forces, les forces qui configurent, et à l'intérieur de ces forces, il y a des mots qu'on essaye de vous faire avaler. Eh bien, les mots qui nous agacent, ceux dont on ne sait pas où qui viennent, et qu'à partir d'une date de X, mais pas la veille, et à partir du lendemain, on voit tous les jours 50 fois matraqués par les débiles de la télévision, les crétins de la radio, les journalistes qui savent que recopier comme un banc de poissons, etc. Tout ça provient d'un endroit bien précis. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est quelque chose d'avéré. Par exemple, vous avez un endroit où on essaye de faire émerger ces nouveaux concepts qui vont dans le sens de ce que se veut Silicon Valley, notamment dans les principales institutions scientifiques aux États-Unis. Vous avez un endroit où le high-tech pratiquement a été inventé à lui tout seul, qui s'appelle Massachusetts Institute of Technology, MIT. Eh bien, MIT, il y a un laboratoire, ils ne disent pas ça comme ça, mais de manipulation médiatique, qui s'appelle MIT Media Lab. Et donc, c'est le MIT Media Lab qui, chaque année, configure des concepts, des mots, etc., qui sont destinés, après ça, à être diffusés par Facebook, Google, Amazon, leurs médias. Le patron d'Amazon est aussi maintenant le propriétaire du Washington Post, etc. Donc, vous avez tout ça diffuse, rayonne. C'est le soft power américain de partout. Et après ça, vous avez ces mots inclusifs récemment. Il faut être inclusif. Pourquoi? Bon, très bien. Alors, inclusif, tout ça, c'est MIT Media Lab. Et malgré les efforts, rien n'est caché. Le club de milliardaires où ils se réunissent pour financer tout ça s'appelle Edge, comme un angle, un coin en anglais, Edge. Edge publiait ces trucs sur Internet. Vous faites Edge sur Internet. Ah, maintenant, ils sont un peu plus discrets parce qu'ils se sont fait cogner récemment. Mais voilà, vous aviez toutes les conférences où ça se diffusait, d'abord en Californie et après ça dans le reste du monde, qui s'appelle TED, TED Talks. Alors, TED Talks, Edge, Silicon Valley, tout ça, c'est répercuté naturellement par Davos. Hein, tout ça donne une puissance de rayonnement absolument extraordinaire, et tout ça agit dans un certain sens, et tout ça aveugle à beaucoup de choses, notamment de même que le socialisme soviétique ne voulait pas vraiment entendre parler de l'économie. Lénine avait dit une fois, moi, mon modèle dans l'économie, c'est le fonctionnement de la poste impériale sous Wilhelm II, ça marche très bien. On met une lettre un jour à Düsseldorf et le lendemain, elle est à Kiel, donc il y a pas l'économie, ça doit marcher comme ça. Et donc, ils ont été en gros restés là. Alors, de même que le socialisme soviétique était aveugle à l'économie, Davos, que j'appelle... ce qu'il répand, que j'appelle de manière un peu taquine la DGSI, Davos Goldman Sachs idéologie. Donc la DGSI, elle est aveugle au phénomène criminel. Ça les emmerde parce que ça contredit leur idéal suprême, qui est la fluidité absolue de l'économie. On ne connaîtra le vrai prix des choses qu'une fois que l'économie sera parfaitement fluide, et donc le libéralisme absolu, ce sera ça. Et le fait de prendre en compte les phénomènes criminels, ça empêche l'argent de circuler comme il veut, parce que des fois il est frauduleux, ça empêche le crime d'être pris en compte, parce que des fois dans la fluidité du transport, il y a de la drogue, ou il y a des êtres humains trafiqués comme esclaves, etc. Donc tout ça les emmerde puissamment, et ils essayent de faire en sorte qu'on l'oublie. Donc gardez en mémoire la notion de puissance configuratrice, celles qui sont à l'œuvre à l'heure actuelle, je les respire dans ma vie toute la journée. Ils sont là pour, en gros, essayer de faire de sorte que je sois le moins précis possible, et que j'en dise le moins possible, parce que tout ce qui est dit dans ce contexte-là, ça les fait souffrir dans leur objectif ultime, qui est de réaliser finalement le rêve absolu libertarien, c'est-à-dire l'individu réduit à l'état de monade, atomisé complètement. Nietzsche disait ça déjà, un univers qui ressemble à des grains de sable dans le désert, comme ça, ou qui bouge en fonction d'interactions, dans lequel toutes les interactions entre les êtres humains sont volontaires, et donc c'est ça qu'ils veulent, et parce que ça consomme, ça ne se syndique pas, ça ne se rebelle pas, ça ne bloque pas les carrefours, et c'est naturellement parfaitement satisfaisant. Donc moi, j'ai rien contre quelque entité... que ce soit
mais je fais attention quand même à ce que celles qui ont intérêt à ce que le silence se fasse sur le travail que nous faisons pour détecter le plus tôt possible les forces politiques et criminelles, les forces criminels et terroristes ne soient pas obnubilés par ce travail qui consiste à dire mais non, tout va bien, oh là là, pourquoi vous vous énervez, regardez, tout va bien, etc. Et pendant ce temps-là, les mêmes se gavent et les mêmes crèvent. La troisième outil, c'est celui, alors ça c'est très important, parce que rien n'est plus pauvre dans l'expérience européenne. On a une culture assez solide, vous savez, j'ai cité quand même là un certain nombre de grands esprits européens, mais on a un trou un peu lamentable qui est celui de l'étude de la temporalité du temps. Notre étude, elle est très pauvre. On passe par 3 ou 4 grands philosophes, Saint-Augustin, Descartes, 2-3 récemment, puis bien entendu les premiers progrès qui ont été faits en la matière au début du XXe siècle l'ont été faits par justement la phénoménologie, et le livre qui en 1927 a remis tout bousculé, tout foutu par terre, et qui a obligé à repenser toute la philosophie depuis l'origine, depuis les pré-socratiques, et donc depuis 2500 ans avant, ne s'appelait pas par hasard être et temps. Donc la notion de temporalité est très importante, parce que nous, quand on fait, je vais vous donner un exemple de ça juste après, quand on fait des choses, il faut qu'on le fasse, qu'on s'inscrive à l'intérieur d'une temporalité. Nous, les criminologues, quand on fait quelque chose, on doit s'inscrire à l'intérieur d'une temporalité bien précise. Autrement, comme nous avons vocation à conseiller, à prescrire à des choses qui après ça se font dans le domaine de l'action, si on ne fait pas ça, on est dans quelque chose que nous, en France, connaissons très bien, peut-être mieux que les autres, parce qu'on a la plus vieille armée du monde occidental, qui est la guerre de retard. Voilà, donc le champ préalable d'inspection, qu'est-ce que c'est? C'est très important. On l'explique par un exemple. Un certain nombre de vous ici avez sans doute déjà eu des enfants. Quand vous avez des enfants, vous savez que dès qu'ils ont 2-3 ans, ils sont fascinés par les montres, ils veulent absolument toujours les tripoter, les casser plus souvent qu'à leur tour, mais quels que soient les efforts que vous fassiez pour apprendre à un petit enfant qui a 3 ou 4 ans la finalité de la montre, à quoi elle sert, il ne le peut pas. Il voit les aiguilles qui tournent, il voit des choses qui se passent, alors il essaie de démantibuler tout ça, mais il n'a aucune possibilité de le comprendre. Pourquoi? Parce que dans son esprit, la notion de temps, de temporalité n'est pas encore entrée. Je me souviens de ma fille à 3 ans disant « Papa, on va au manège ». « Non, non, ma chérie, on a dit qu'on y allait samedi ». Elle revient dans mon bureau 5 minutes après, elle me dit « Ça y est, c'est samedi, on y va ». Pourquoi? Parce qu'à 3 ans, bon, samedi, hier, demain, aujourd'hui, c'est pareil, c'est plat. Voilà. Tandis qu'à un moment donné, vous savez, et ceux qui ont eu des enfants le savent aussi, vous avez devant vous un petit bout, quand il a 7 ans ou quelque chose comme ça, il est en train de jouer et d'un seul coup, il va se jeter dans les bras de son père ou de sa mère en disant « Mais maman, c'est vrai que tu vas mourir, ça vient d'arriver, ça y est, ça va toujours dans le même sens et ça ne se termine pas bien. » Alors, il faut expliquer « Oui, bien sûr, mais regarde, voilà, c'est pas tout de suite. » Voilà. Et donc, ça, c'est important. Eh bien, le champ préalable d'inspection, de compréhension de ce que c'est qu'une montre, c'est le concept de temps. Tant qu'on n'a pas compris ce que c'est que le temps et la temporalité, l'objet qu'est la montre, vous ne le comprenez pas, vous ne savez pas à quoi ça sert. Alors ça, c'est très important dans des tas de domaines, parce qu'aujourd'hui, la persuasion, le travail d'ingénierie sociale qui est fait sur nos sociétés, par ceux qui veulent que ça aille dans un certain sens, il n'est pas fait au niveau de la propagande vulgaire, de coller des affiches, de défiler dans les rues, de faire des réunions publiques. Il est fait au niveau justement de ce champ préalable d'inspection. Et tant que vous n'avez pas compris ça, vous êtes, comme c'est souvent le cas dans la politique, les politiques détestent tout ce qui est temps. Ils voudraient qu'il n'y en ait pas, ils voudraient que ça aille tout de suite, ils voudraient tout de suite, etc. Donc c'est pénible. Mais cependant, il faut inscrire les choses dans la temporalité. Et voilà l'exemple précis que je voulais vous donner. J'ai travaillé pendant des années à Europol, qui est... alors, c'est pas sympa parce que ça fait 25 ans qu'on dit que c'est un embryon, donc depuis le temps, ils auraient dû accéder à l'état
au moins larvaire ou adulte, mais non, c'est toujours un embryon de police européenne. Et de temps en temps, il y a Bruxelles qui dit, bon, quand même, il faut faire quelque chose, alors vous allez nous préparer un plan. Alors, en 2015, par exemple, Europol est convoqué à Bruxelles, le patron, l'ancien était un copain qui était britannique, la nouvelle c'est une dame belge que je connais moins, et donc il est convoqué à Bruxelles, il dit bon, il faut faire quelque chose, il faut un plan, il faut mettre l'Europe à l'abri d'un certain nombre de phénomènes. Ben, qu'est-ce qu'il fait le patron d'Europol? Il retourne à son bureau, il dit voilà, je veux une fiche cuisine avec les principaux phénomènes qui se déroulent en ce moment dans les 28, bientôt 27 États membres. Okay, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est les emmerdeurs chez vous voilà. Alors, au bout d'un moment, parce que 28 c'est beaucoup, et puis peut-être que l'appareil d'État français, allemand ou britannique, tant qu'ils y sont encore, est mieux fait pour répondre vite et bien à ces questions-là que les Lettons ou les Chypriotes ou Dieu sait quoi. Mais enfin, bon, au bout d'un moment, on a les 28 fiches cuisine. Fiches cuisine, non, c'est des dossiers en fait, mais enfin les 28 réponses. Alors à partir de ce moment-là, les étudiants ont dit, bon ben finalement, alors voilà ce qui se passe. En gros, c'est toujours les mêmes emmerdeurs. Ce qui est bien dans la criminologie, dans ma discipline, c'est que c'est toujours les mêmes qui font tout. C'est merveilleux. Vous savez, dans les films américains, Bring the Usual Suspects, eh ben c'est vrai, 9 fois sur 10, le mec qui a déjà tripoté une petite fille, quand il y a un viol, on tombe sur lui. Donc c'est tout le temps les mêmes qui font tout. Alors il ne faut pas naturellement aller vers l'injustice et vers l'erreur judiciaire, mais 9 fois sur 10, bon. Alors, ok, on fait un plan. Puis après ça, le plan arrive à Bruxelles. Voilà, mais il faut le financer, etc. Donc ça va retourner au Parlement, etc. Et puis à la fin, on va être en 2020. Et en 2020, on dira, on va mettre le plan en application. Et puis on va mettre le plan en application. Donc il faut le renvoyer aux 28 États membres. Et puis il faut que par percolation, par changement dans certaines lois, dans certains dispositifs, dans certains mécanismes, on arrive. Et donc en 2023, on est prêt. Et on lance le plan. Et on se rend compte que c'est une catastrophe parce que naturellement, quand on a oublié la notion de temporalité, on a en 2023 un plan qui est parfaitement au point pour lutter contre la criminalité telle qu'elle était en 2015, 8 ans avant. Et naturellement, aujourd'hui, ça change tous les jours. Donc, la temporalité, c'est comme de tirer sur un canard pendant la chasse au canard. Si on tire sur le canard, on le rate parce qu'il est déjà parti. Il faut tirer avant le canard quand on veut toucher le canard. Okay, voilà, ben, ça marche comme ça. Donc, la temporalité, c'est important. Le fait de prendre en compte les forces configuratrices, c'est important. Et le fait de savoir que les choses qui ont les effets les plus importants ne sont pas toujours visibles, ne sont pas toujours comme des joueurs dans un stade avec un maillot sur lequel il y a marqué équipe de France, etc. Voilà, c'est très important tout cela en matière de criminologie. Alors maintenant, en matière de terrorisme, laissez-moi vous donner un exemple. Il se passe des choses au Moyen-Orient. Vous allez me dire, la belle histoire, il s'en passe toujours, etc. Mais non. En ce moment, ce qui est en train d'advenir au Moyen-Orient est sans doute en gestation. Ce n'est pas encore dans les journaux, ils ne s'en sont pas encore rendus compte, mais quand on parle à des gens qui sont sur place et qui ont des responsabilités en matière d'information, qui viennent de différents pays, on se rend compte que c'est en cours. Qu'en 1945-47, 49, 50, parce que ça inclut Israël après sa création, il y avait le Moyen-Orient, là où il y a le pétrole, vous voyez, qui était en gros entre les mains d'un partenariat entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis d'Amérique, avec en partenaire discret et silencieux pour cause de Palestiniens, etc., l'État d'Israël, et tout ça a fonctionné pendant 50 ans. Ce qui se passe à l'heure actuelle, et c'est sans doute l'événement le plus important, le dernier événement aussi important que ça dans l'histoire du Moyen-Orient, c'est l'année 1979. L'année 1979, c'est l'année où simultanément, coup sur coup, alors ça a tout fait exploser, révolution islamique en février, occupation de la mosquée du prophète à la Mecque par des tribus wahhabites révoltées contre le pouvoir des Saouds, et à la fin de l'année, invasion d'un pays musulman par une puissance agressivement athée, l'Afghanistan par l'Union soviétique. Donc ça a fait exploser complètement le monde arabe
musulmans. Et après ça, les ondes de choc se sont répercutées partout. Et ça, c'était quand même extrêmement important. Un événement de cette importance-là est en cours à l'heure actuelle. Et on ne voit pas aujourd'hui, après ce qui s'est passé les 2-3 derniers jours, comment ça pourrait échapper. Le Moyen-Orient échappe à ce triumvirat-là, et toujours plus fort et d'une poigne toujours plus assurée. Le triumvirat qui remplace, c'est la Russie, la République islamique d'Iran et la Turquie. Voilà, avec en partenaire, maintenant 2 partenaires qui sont quand même très importants, le Qatar et le Soudan, qui a basculé dans l'optique russe, dans l'alliance russe, maintenant surtout la nouvelle coalition. Pourquoi ? Parce que quand on fait de la politique au Moyen-Orient, systématiquement, toujours, depuis 20, 30, 40, 50 ans, il faut avoir un pitbull en laisse. Alors vous avez le pitbull en laisse et puis vous dites « Ah ben vous m'embêtez, je vais retirer la laisse et puis il va venir vous mordre ». C'était ça le terrorisme au Moyen-Orient. L'objectif du terrorisme au Moyen-Orient, c'était d'aller emmerder les gens de la coalition en face. C'est la raison pour laquelle, systématiquement, et depuis l'émergence de ce groupe, la République islamique d'Iran, qui est chiite, a toujours accueilli sur son sol et protégé les gens d'Al-Qaïda, parce qu'ils disaient « Ok, on les a en tôle, vous nous emmerdez, eh ben, on va les laisser sortir, devinez ce qu'ils vont aller faire chez vous. » Et ben, voilà, bon, alors après ça, on discute et on se calme. C'est la logique du pitbull. Et donc, à l'heure actuelle, dans la nouvelle alliance du Moyen-Orient, en gestation, mais qui commence à prendre forme petit à petit, la poussière est en train de se dissiper, vous avez quand même le chien, le pitbull le plus grave, tenu encore en laisse vaguement par le Qatar et par le Soudan, c'est les frères musulmans. Physiquement, ils sont à Khartoum et le fric vient du Qatar. Donc là, ils ont le truc en disant « Ah, c'est ennuyeux ». Alors ça, naturellement, les Séoudiens ont une trouille hystérique des frères musulmans. Ils ont essayé de s'en débarrasser, mais ils n'ont pas pu. En Égypte, vous voyez ce qui s'est passé. Sisi arrive à surnager là-dessus, mais c'est pas simple. Et donc, le fait que ses pires ennemis aient maintenant le contrôle du pitbull en question, ça les amuse, mais moyennement quand même. Donc, pourquoi je vous dis qu'il faut faire attention à ces phénomènes-là ? Ces phénomènes-là sont importants. Que s'est-il passé ces temps derniers qui est absolument... Vous l'avez vu, c'était dans tous les journaux. Simplement, ceux qui sont chargés de faire les commentaires étaient trop occupés à dire des sottises sur autre chose, j'imagine, pour le commenter justement. Il s'est passé quelque chose d'ennuyeux. C'est jamais une bonne idée de marcher sur la queue du serpent. Ça, on le tue tout de suite ou alors on le laisse tranquille, mais marcher sur la queue alors qu'il est encore vivant, il peut y avoir des retours de manivelle. Ça fait des mois et maintenant près de 3 ans que Trump titille, emmerde la République islamique d'Iran. Et ceci et cela, etc. Et à un moment donné, les autres ont dit ça commence à nous plaire, les sanctions, arrêtez un peu, vous savez, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la région. 1 an, 2 ans, 3 ans, bing boum, les 2 principales usines de raffinement de pétrole d'Arabie Saoudite détruites. Détruites non pas, comme on l'a dit, par des drones, mais par des missiles de croisière, ce qui contient infiniment plus d'explosifs, mais gravement endommagés. Immédiatement, que fait Trump ? Là aussi, vous l'avez lu dans le journal. C'est pas possible, c'est l'Iran, on va réagir 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, ça fait 1 mois, 2 mois, pas de réaction. Pas de réaction. L'année dernière, en mai dernier, Bachar avait utilisé, soi-disant, j'étais pas là pour vérifier, des gaz de combat, hurlement, on va sévir, vous allez voir, cette fois-ci, ça va être la riposte implacable. Pas de riposte, rien. Et puis il ne s'est rien passé, quoi. Tout le monde a rentré la tête dans les épaules en disant ça va péter, et bien rien. Là, cette fois-ci, rien. Un processus de sauvetage de face du style ouais, on va faire des contre-mesures électroniques, tu parles, et rien. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il semble que la coalition dont je vous parle ait accumulé dans la région suffisamment d'armes nouvelles et d'armes extrêmement puissantes et dont les uns et les autres connaissent mal les effets. Et l'état-major général américain et les Français ont dit à leurs présidents respectifs, le pauvre Macron, lui, il suit les Américains, il trouve que l'OTAN c'est très bien, ben là il était obligé de faire marche arrière, comme Trump, pour une raison bien simple, c'est que les autres leur ont dit, rien qu'entre le sud
de la mer Noire et la Méditerranée. Vous avez 29 bâtiments russes de surface. On ne sait pas trop ce qu'ils transportent. Si jamais ils transportent l'équivalent des missiles qu'ils ont mis en place déjà dans la région, il va y avoir une casse énorme. C'est la raison aussi pour laquelle les Israéliens, qui pourtant sont courageux et qui ont un pays qui n'a pas de profondeur stratégique, donc ils sont obligés de réagir tout de suite, tout le monde a regardé ailleurs en disant bon, ben voilà quoi. Alors que naturellement, depuis 2 ans, ce sont les Israéliens qui protègent et qui animent la pensée du jeune Mohammed bin Salman. Là, ils l'ont laissé, mais tomber comme une chaussette. Donc voilà, il se passe des choses à l'heure actuelle. Ces choses-là, naturellement, ont comment dire, une influence, une importance extrême en matière de terrorisme. Trump a décidé qu'il allait partir de ces pays-là, que c'était des merdiers, qu'on s'enlisait là-dedans. Il a vu ce qu'a coûté aux États-Unis les histoires de Moyen-Orient depuis 49-50. Il n'en est pas loin de 5 000 milliards de dollars. Il a dit non mais ça ne va pas la tête, arrêtez-moi toutes ces sottises-là. Et donc il est destiné à en partir. Mais il n'a pas... c'est un classique. Depuis le début de leur histoire, les États-Unis finissent toujours par décamper en laissant leurs alliés dans la crotte. C'est un classique, on le sait, ils l'ont fait 10 fois, ils l'ont fait au Vietnam, ils l'ont fait, bref, en Afghanistan, ils sont en train de le faire, etc. Donc on le sait. Et bien, malgré tout, bon, je n'ai pas une sorte de passion absolue et immarcessible pour Chirac, mais quand même, lui, il avait compris, il a dit non, 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 on n'ira pas dans cette histoire irakienne. Alors, ils vous entraînent dans leur délire, en disant ouais, French Wimps, vous n'êtes que des trouillards, etc. Et à la suite de quoi, bah, ils vous laissent sur place en disant ah oui, au fait, on s'en va, on a mieux à faire, mais fermez la porte après vous en partant. Au revoir, on s'en va. Donc c'est ce qui est en train de se produire là. Et là, comme manifestement, ni Merkel, ni Macron n'avait compris, vous avez vu les derniers messages de Trump. Attendez, tous les islamistes là-bas, ils sont pour vous. C'est pas nous qui allons nous faire tuer pour les chercher. Donc vous les dégagez, on vous les laisse. Et puis faites attention parce qu'ils sont en train de s'approcher de vos foutues frontières. Il l'a dit avec une brutalité de garçon de café, quoi. Et ils vont revenir, etc. Donc imaginez la position de force d'Erdogan maintenant, en disant qu'est-ce que je fais, alors j'ouvre le robinet ou pas, et l'espèce de panique en matière de risque et de danger terroriste qui est en train de s'emparer des Européens. Trump leur a fait remarquer, il leur a dit vous avez vu une carte entre le Moyen-Orient et mon pays, il y a 6000 km d'océan, ok ? Les voies aériennes et maritimes sont bien mieux protégées qu'elles ne l'étaient en 2001, au moment du 11 septembre, donc démerdez-vous. Vous voyez, on prend une voiture, il suffit de franchir le pont Atatürk à Istanbul pour passer de l'Asie en Europe et ils sont chez vous. Le douanier bulgare n'est pas toujours un inflexible caton, quoi. On arrive à en faire beaucoup de choses avec un billet de 100 $. Donc il dit, ils sont presque chez vous, ils sont à vos frontières, donc à vous de vous démerder, c'est pas nous qui irons tirer vos marrons de ce feu-là. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Et tout ça était d'autant plus évident et clair que, comment dire, c'était inscrit voilà, depuis plus d'1 an. Il y a ce qu'on appelle la frontière, gentiment, poliment, entre il y a la notion de frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan d'un côté, et la notion de frontière entre l'extrême sud de la Turquie et l'extrême nord de la Syrie, c'est totalement abscon et absurde. C'est les mêmes tribus des deux côtés. Voilà, la frontière, elle a été dessinée pour la Turquie par Kemal Atatürk dans les années 20, en disant voilà, nous c'est ici, c'est là, etc. Et puis le reste, c'est les frontières coloniales qui ne connaissaient pas les peuples, qui faisaient des trucs au coup de crayon. Chacun sait que Churchill a dessiné les frontières du Koweït un soir où il était bourré avec un crayon sur une nappe. Voilà, et puis c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc il y a les mêmes tribus des deux côtés. Et voilà, donc 20 km au sud de cette pseudo-frontière, il y a une autoroute qui va d'Idlib, la province d'Idlib, c'est-à-dire celle qui est près de la Méditerranée, jusqu'à la frontière irakienne, qui s'appelle la M4. Et la M4 emmerde les Turcs parce que ça donne une grande mobilité aux terroristes pour se déplacer, attaquer ici, attaquer là. Donc ils veulent la zone entre leur frontière actuelle et la M4. Et une fois qu'ils seront là, eh ben, ils laisseront faire Bachar dans le sud. Alors celui qui a arrangé toute cette ratatouille qui est en train d'apparaître sous nos yeux, c'est naturellement Poutine. Et donc Bachar, l'armée de Bachar va récupérer tous les territoires
peuplée d'Arabes à l'est de l'Euphrate, l'espèce de grand triangle entre Deir ez-Zor, la frontière irakienne, et puis le haut de la frontière turque du côté du Kurdistan turc. Ils vont récupérer tout ça. Et c'est là où il y a les très grosses réserves de pétrole qui ont été à peine égratignées par l'État islamique quand il dirigeait la zone et qui vont pouvoir enfin entrer en exploitation. Et devinez qui exploitera le pétrole en question? Les Russes. Et voilà. Poutine n'a pas fait ça gratos. Mais en tout cas, Bachar touchera ses royalties, qu'il les touche de Total ou des Russes, il s'en fout. Mais voilà, c'est comme ça que c'est en train de se passer à l'heure actuelle. Le fait est que, les terroristes, leurs familles, eux-mêmes peut-être, etc., ils sont là, ils tournent dans le dispositif, ils ne savent pas très bien où aller. Et puis si vous continuez à nous casser les pieds avec les positions de droits de l'homme, vous les Européens, on va vous les envoyer à la maison, comme ça vous pourrez les chouchouter. Telle est la situation dans laquelle nous nous sommes mis nous-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est pour la situation au Moyen-Orient. Ce qui s'est passé maintenant, en termes de choses peu visibles mais importantes, à la préfecture de police, il y a quelques jours de ça. C'est très important parce que je l'ai déjà dit, j'ai fait la base de la pédagogie, c'est la répétition, donc je vais le répéter ici. La préfecture de police, c'est pas rien dans l'histoire de France. La préfecture de police de Paris, c'est la plus vieille force de police moderne du monde. Elle a été fondée sous Louis XIV, la lieutenance générale de police, qui était dirigée par un lieutenant général qui s'appelait Larénie. Quand vous êtes dans la préfecture de police, quand vous arrivez dans la en ce moment, je n'ai pas l'impression qu'ils laissent trop rentrer les touristes, mais avant, quand vous rentriez dans la cour de la préfecture de police, il y a la grande arcade, la grande voûte, avec Notre-Dame dans le dos, et là, à droite, vous avez une grande plaque de marbre. Ici s'élevait la lieutenance générale de police. C'est la plus vieille police du monde. Toutes les polices modernes du monde sont inspirées, se sont faites à partir du modèle de la préfecture de police. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les langues, le mot utilisé est le mot français. Police en français, Polizei en allemand, Policia en espagnol, police en anglais, etc. Voilà, c'est parce que quand vous inventez quelque chose, ça garde ce nom-là. Hein. Voilà, donc cette lieutenance de police a été à l'origine de toutes les forces de police modernes du monde. Ça a été la première fois qu'une grande ville a été gérée par un nouveau concept et qui était pas les archers du roi comme au Moyen-Âge, mais cette nouvelle force de police sous Louis XIV. Et ce qui renforce encore le plus l'importance de la préfecture de police, c'est qu'elle a été créée 80 ans avant le ministère de l'Intérieur. Elle est bien antérieure au ministère de l'Intérieur. Quand Louis XVI est viré avant qu'il soit incarcéré et ultérieurement exécuté, son ministère, qui quand il était roi s'appelait ministère de la Maison du Roi, devient le ministère de l'Intérieur. Vous voyez, moitié du règne de Louis XIV, préfecture de police, fin du règne de Louis XVI, ministère de l'Intérieur. Alors quand on dit oui, mais la préfecture de police, c'est un État dans l'État, les types disent attendez, on était là les premiers. C'est bien antérieur, c'est-à-dire que c'est une machine qui a commencé à fonctionner et qui marche sans discontinuer depuis le milieu du XVIIIe siècle. C'est la plus vieille force de police du monde. Voilà. Donc le fait que ça a été, c'est un bijou, hein, c'est une machine qui fonctionne très bien, ça assure sans souci majeur la sécurité d'une des plus grandes capitales du monde, d'une 5 principales capitales du monde depuis 2 siècles et demi. Quoi. Donc c'est pas rien, quoi. C'est une horloge. Hein. Et donc le fait que cet endroit-là ait été tapé de façon totalement invisible par un individu qui était là et que nul n'avait repéré, que nul n'avait dénoncé, c'est grave. Hein. C'est grave parce que c'est touché au cœur. Là, les policiers, c'est vraiment ce qu'il y avait de plus ancien, de plus éprouvé comme système et comme dispositif. Les préfectures de police de province, ça n'a rien à voir. La préfecture de police de Marseille, c'est un gros commissariat, quoi. Mais là, c'est vraiment un outil. La salle de commandement de la préfecture de police est visitée par toutes les polices du monde. C'est un bijou, hein, vraiment. Donc le fait qu'on ait été tapé là, c'est pas une bonne nouvelle. Et surtout à la direction du renseignement, qui est l'endroit qui fait toutes les enquêtes les plus sensibles sur tout ce qu'il y a de grave, crime organisé, banditisme, terrorisme et tout, pour Paris et la petite couronne.
Je ne vais pas épiloguer longuement parce que tout ça est couvert par des trucs de confidentialité, mais vous avez vu qu'il y a quand même des grandes prisons, pas entre Paris et la Petite Couronne. Eh bien, la DRPP est le correspondant du renseignement pénitentiaire. J'ai entendu un jour un des grands patrons du renseignement me dire que sur 10 informations opérationnelles fournies au renseignement français, il y en a 7 qui venaient du renseignement pénitentiaire. Le renseignement pénitentiaire, quand vous êtes en tôle, à part respirer, tout doit être monnayé. Tu veux sortir ce week-end, machin, bah, tu as peut-être un truc à me dire, etc. Donc c'est extrêmement payant. Ça, les moyens de coercition dans l'enseignement pénitentiaire peuvent être 100 fois supérieurs à ceux qu'éprouve n'importe quel individu libre. Donc l'interaction entre le renseignement pénitentiaire et le renseignement de la capitale, c'est un peu le cœur du réacteur nucléaire. Et à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si l'individu en question était simplement quelqu'un qui était malheureux de vivre du fait de son handicap et qui à un moment donné a décompensé, comme on dit en psychiatrie, ou si c'était une taupe. Et si c'était une taupe, c'est grave parce que, bien entendu, à un endroit donné, dans des fichiers, il doit y avoir la preuve que l'individu que vous avez envoyé infiltrer une mosquée islamiste est bien un de vos agents. Autrement, s'il se fait capturer avec d'autres islamistes, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit hey, « moi, c'est pas pareil », même Dieu, prouvez-le. Hein, si vous infiltrez un truc, évidemment, il faut que ce soit quelqu'un qui soit repéré et qui a été doté de cette mission. Autrement, ce qu'il accomplit peut être criminel. Voilà, donc c'est... Je ne parle pas de la réaction des services étrangers qui, à l'heure actuelle, font des bonds de 2 mètres de haut en disant « vous êtes sûr que c'est étanche, votre machin, là ?» Celui qui entretenait les ordinateurs, ce n'est pas celui qui a été « ah oui, ah ben, alors vous pouvez nous expliquer peut-être ?» Enfin bon, c'est un bazar grave. Maintenant, et puis après ça, on va faire des questions et des réponses, ça sera plus gai, ça sera plus interactif. Les problèmes de sécurité que rencontre la France à l'heure actuelle, ils sont essentiellement dus au fait que Macron n'a aucun intérêt pour les problèmes régaliens, pour les problèmes de souveraineté. Il s'en fout un peu. Il a regardé au début les trucs, parce que ça pouvait lui faire de la pub, tout ce qui touche autour de la politique de la ville, parce que ça peut faire des jolies photos, vous savez, avec l'affiche Benetton, avec toutes les couleurs sur le parvis à Évry, etc., que ça pouvait faire des trucs sympas. Il a soulevé le couvercle, il a fait « oups !» Il a refermé le couvercle, hop, Borloo à la niche, terminé, fini, et plus rien n'avance en la matière. Il n'y a rien eu de fait depuis 2017. C'est 5,5 millions de personnes, c'est l'endroit où se fait 90% des trafics de drogue, c'est l'endroit où sont ourdis et parfois perpétrés tous les braquages et compagnie, mais on ne touche pas, quoi. On ne touche pas. Donc les problèmes régaliens l'emmerdent. On fait le minimum à l'échelle internationale, pas toujours avec succès, comme je vous l'ai montré dans ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, pour essayer de jouer un rôle international et tout, mais lui, c'est l'économie, il veut que ça soit fluide aussi, il est comme... Silicon Valley, et donc il n'y a que ça qui l'intéresse, et le reste, bah, il fait service minimum, ou alors il s'en désintéresse. Il lit beaucoup de choses, mais en matière d'informations qui lui sont transmises par ses services, mais les questions qu'il pose à la suite des lectures en question tendent à montrer, me disent ceux qui sont en contact avec cette équipe-là, que ce n'est pas vraiment quelque chose qu'il comprend très bien ou qui veut... Ce n'est pas un point aveugle, mais ce n'est pas vraiment son sujet préféré. Donc à l'heure actuelle, la situation en termes de sécurité intérieure de la France, elle n'est pas grave parce que, enfin, elle est ennuyeuse pour ceux qui en subissent les effets, mais ce n'est pas dramatique et irréparable parce que jour après jour, il y a des gens qui passent leur vie à critiquer l'administration, etc. Je ne fais pas partie de ceux-là parce que quand même je vois un certain nombre de choses passer et je suis frappé par la constante excellence de ce qui remonte vers le sommet de l'appareil d'État en matière d'information sur tous les méchants. Je vous donne un seul exemple. Et j'ai vu, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on m'a dit comme ça en priant de croire sur parole. Tous les Black Blocs de la région parisienne sont connus, identifiés, on sait où ils habitent, on connaît leur numéro de portable. Chaque fois qu'un de leurs copains arrive pour les soutenir, quand il va y avoir une émeute d'Allemagne, le truc est signalé immédiatement, numéro de la voiture et tout. Ce sont des milieux totalement corrompus, beaucoup de drogués, beaucoup de dealers, beaucoup de gens un peu tout fous, etc. La police, il y a d'innombrables indicateurs, et donc, s'il le faut,
si un gouvernement digne de ce nom apprend qu'il va y avoir une manifestation qui est infiltrable par les Black Blocs, il est parfaitement possible, demain matin, hein, c'est prêt, et tout, le dispositif existe, encore faut-il s'en servir, d'aller arrêter tous ces jeunes gens et rares jeunes filles en bas de chez eux à 6 h le matin. C'est généralement des fils de Bourges en plus, qui se la jouent Antifa, etc. Bon. Donc, oui, il y en a, enfin, on en connaît un certain nombre, c'est pas de la classe ouvrière pure et dure. Hein. Donc, on les réveille chez eux à 6 h le matin, on les amène au poste en disant bah, on a des questions à vous poser, et puis on les libère dans la forêt de Fontainebleau à 23 h le lendemain, et puis voilà, terminé. C'est même pas, c'est parfaitement, il n'y a aucune astreinte ou, comment dire, viol de quelque loi que ce soit. On a le droit d'entendre les gens s'il y a un danger immédiat à la sécurité, et puis on leur pose des questions. Et il se trouve que comme on n'a plus de bureau, ben on prend ça un peu en dehors dans la région parisienne, et on les libère avant minuit, parce qu'il faut qu'ils puissent prendre un moyen de transport le soir même, à 40 km de Paris, et bon courage Émile, rentre chez toi. Voilà. Donc ça fait partie des choses qui sont possibles demain matin, par exemple. Voilà. C'est pas un travail. J'ai vu aussi à plusieurs reprises dans des affaires de criminalité financière à quel point les douanes et les services de l'État qui s'intéressent à ces choses-là avaient comme précision mais hallucinante sur des trucs offshore situés dans des îles lointaines des Caraïbes, etc. C'est incroyable. On a une très belle machine. Alors, simplement, à l'heure actuelle, faut-il changer un petit peu les gens qui s'en servent. Beaucoup des ennuis qu'on a à l'heure actuelle, la criminalité des rues. Il y a deux sortes de criminalité qui peuvent vous poser problème. La criminalité en col blanc, le type qui va vous emberluter et qui va vous piquer vos économies, ou alors qui va vider les coffres de la banque, ou est la criminalité des rues. La criminalité des rues, pour beaucoup, 80%, est le fait d'étrangers. Parmi les étrangers en question, un certain nombre proviennent de nos anciennes colonies. J'ai eu une expérience amusante il y a quelques années à Alger. J'ai eu pas mal d'étudiants algériens qui, après ça, quand on fait l'institut de criminologie, qu'est-ce qu'on devient? On devient policier, officier d'enseignement, magistrat, etc. Donc ils sont montés dans l'appareil d'État algérien, puis je les vois de temps en temps, ils m'invitent, je vais à Alger, je vais les voir. Puis une fois, il y en a un qui me dit, un de mes premiers étudiants, qui a maintenant une fonction importante, qui est conseiller du directeur général pour toutes les affaires de crime organisé et de terrorisme, le directeur général de la police algérienne, la DGSN. Là, il me dit, le patron, il veut te voir. Alors, j'étais à Alger, je dis, voilà, bon, très bien. Alors, je vais voir le monsieur en question. Et il me dit, il me montre un tableau. C'était, comme vous savez, un truc d'électrocardiogramme. C'était des quadrillages, et puis il y avait une ligne comme ça qui montait, et puis qui redescendait, et puis elle remontait, et elle redescendait, elle montait, elle redescendait, un peu comme vous savez, l'électrocardiogramme, pouf, pouf, diastole, systole. Alors il me dit, monsieur Refer, vous savez ce que c'est ça? Je dis, monsieur le directeur général, non, mais dites-moi. Il me dit, ça, c'est, vous voyez, les pics de moment où il y a des braquages à Alger, dans les rues d'Alger. Alors je commence à comprendre, mais je dis rien, et il me dit, vous savez ce que c'est, les dates des pics? Alors je dis, non, monsieur le directeur général, il me dit, c'est les dates des vacances scolaires en France, monsieur Refer. Ça les emmerde autant que nous. Ben oui, les mecs qui retournent au bled, ils font comme à Paris, dans le 9-3, quoi. Voilà. Alors, je sais, c'était il y a quelques années, mais c'est toujours vrai maintenant, que un des plus gros corrupteurs de la classe politique française, c'est nos frères algériens, quoi. Ils ont beaucoup aidé, hein. Ils participent à la bonne marche de la démocratie en France. Alors, sans naturellement... vous savez, j'ai dit, monsieur le directeur général, je crois avoir compris que vous avez des moyens de persuasion sur la classe politique française. Moi, vous savez, je suis un homme d'ordre. Hein. On est prêt, mais c'est à nos dirigeants politiques qu'il faut dire ça, il lever les yeux au ciel en disant si c'était si simple que ça. Mais voilà, donc ces histoires-là qui se passent chez nous, elles emmerdent toute la Méditerranée. Elles emmerdent les Suisses, tous les braquages faits en Suisse, et les petits voyous, c'est les racailles de la région lyonnaise, elles emmerdent tout le monde. Voilà. Donc, si jamais un jour on décide de taper un peu sur la table, ça sera applaudissement général, même dans les pays du Maghreb. Une autre fois,
j'étais à Dakar. Les criminologues voyagent beaucoup. J'explique à ma femme qu'elle a épousé un voyageur de commerce. Je rentre avec le linge sale et puis je repars le lendemain. Donc j'étais à Dakar pour des histoires de fraude financière et autres. Et il y avait une grande réunion et à midi, il y avait un déjeuner. Et lors du déjeuner, un buffet, quoi, s'approche de moi un très très grand et fort gaillard de la colonel de la gendarmerie sénégalaise. Ils rigolent pas, quoi. Ils sont sérieux, quoi. Et donc, il me dit, Monsieur Roffer, vous savez, j'ai regardé la télé française, et puis quand il y a des émeutes dans les banlieues, j'ai honte parce que c'est nos petits, on les reconnaît bien, on sait très bien que c'est des Sahéliens, quoi, c'est des Maliens ou des Sénégalais. Mais pourquoi vous laissez faire ça? Alors, je lui dis que c'est peut-être pour pas poser de problème à nos amis africains, etc. Il dit, ah, mais... Et puis, avec les yeux vraiment injectés de sang, il dit, vous me mettez 3 semaines en Seine-Saint-Denis, vous allez voir là, ça s'arrête tout de suite. Le monsieur en question n'était pas de ceux à qui on irait piquer son 4 heures, quoi. C'était... Voilà. Alors, effectivement, on demande au colonel en question de la Seine-Saint-Denis, et tout le monde bien sage, pourquoi on ne le fait pas? Il suffit d'en mettre un Marocain, un Algérien, un Sénégalais, un Malien. Je connais aussi le directeur des opérations de l'équivalent malien de la DGSE. Lui non plus, on n'a pas envie de lui marcher sur les pieds, quoi. Donc il suffit d'en mettre quelques-uns comme ça en disant tranquille maintenant. Et voilà. Alors pourquoi ne le fait-on pas? C'est une question de décision et de volonté politique. Ça n'est rien d'autre. Voilà. D'autant plus que les uns et les autres, on les a assez considérablement aidés au cours des années passées, et même plus, des décennies passées. Donc, mais je veux dire, la trouille, elle est chez nous, elle est dans nos têtes, quoi. Elle n'est absolument pas chez eux. Alors c'est ça. Deuxièmement, même réaction, vous lisez dans les journaux qu'il y a des Roumains ceci, des Roumains cela, ce n'est pas des Roumains du tout, les Roumains sont en Roumanie. Les Roumains vivent en Roumanie, ce sont des nomades qui à un moment donné ont décidé de quitter la Roumanie pour venir piller chez nous. Ces gens-là, là aussi, ils enquiquinent tout le monde. Les Roumains, ils disent, mais nous, nos flics, ils les connaissent, etc. On le fait rarement. Récemment, on l'a fait une fois à Nice et puis une fois à Paris. Mais il faut encourager la coopération avec les pays d'origine. Voilà, ça c'est très important. Donc quand vous retirez les racailles dans les cités et aux alentours, quand vous retirez les nomades qui pillent notamment les campagnes, je viens de faire une étude. L'étude en question, elle est hallucinante. J'ai repris tous les chiffres 10 fois et cependant, c'est vrai. Chaque année, à la campagne, en France, qu'est-ce qu'il y a de plus doux qu'un berger? Vous savez, ils élèvent des brebis. Alors, ils font du fromage de brebis. Et il y a des petits agneaux. Puis alors, ils vendent les agneaux pour qu'on se régale avec des bonnes petites côtes d'agneaux, etc. C'est doux, un berger, des bergeries. Il y a 7 millions, j'ai fait des recherches, 7 millions d'ovins en France, des petites brebis, des petits moutons, des petits agneaux, etc. Il y a 40 000 exploitations agricoles, enfin des élevages d'ovins en France, et ils se font piquer systématiquement leurs agneaux. Il y a des mecs qui passent dans les champs qui volent les agneaux. Chaque année, en reprenant les rares chiffres qu'on a, là où il y a une étude un peu précise, c'est que l'année dernière, par exemple, il y a 173 bergeries en Loire-Atlantique et ils se sont fait piquer 700 agneaux. Vous faites une règle de 3, vous dites, OK, là, ils sont peut-être un peu sportifs. Ça fait 40 000 agneaux et moutons par an piqués en France. Pour des gens qui ont des bergeries, qui n'ont pas de fric, ça fait 10 millions d'euros de préjudice par an. La carcasse, le lait qu'ils ne peuvent pas vendre. Alors, soit ils les tuent à la carabine et ils se barrent avec. C'est tous des nomades qui font ça. Tout le monde le sait. Comment ils se nourrissent? Voilà. Donc, et une fois de plus, ce qui est scandaleux, c'est dès que dans la société où on vit, dès qu'il y a des méchants qui sont politiquement corrects, on n'y touche pas. Je n'ai jamais entendu les écolos, pourtant, les agneaux, les brebis, la nature, la campagne. Silence radio des écolos. De même, récemment, toujours les nomades en question, 2 jeunes femmes ont été kidnappées, maintenues pendant 1 an, torturées, prostituées de force dans des camps de nomades qui se trouvaient à côté de Montpellier. Vous avez entendu les féministes, vous? Comme on dit, vous savez, les criminologues ont une expérience dans beaucoup de domaines, dont celle de la prison. Dans ces cas-là, on dit « pas vu de la semaine, parti aux douches ». Voilà, donc les féministes, c'est « pas vu de la semaine, parti aux douches ». Elles n'ont absolument pas morflé. Alors, quand c'est pas beau
d'avoir des gestes non sollicités. Mais quand ça émane d'un mec qui est PDG, ça fait tout de suite un scandale. Mais quand c'est des racailles de cité ou des manouches, alors personne, les féministes, elles ne sont pas là. Voilà. Donc il y a quand même un peu un tri sélectif là qui n'est pas très correct. Donc tout ça, c'est dans notre société, ça n'est nulle part ailleurs. Et les moyens existent de régler tout ça en très peu de temps, par volonté politique. On a failli y arriver après Charlie Hebdo. À l'époque, j'avais un de mes collègues et moi avions des bons rapports avec Manuel Valls, qui était ministre de l'Intérieur, et il a dit qu'est-ce qu'on fait de sérieux pour marquer le coup. J'ai dit c'est simple, moi c'est simple, j'y pense depuis des années. On prend les 100 cités les plus toxiques de France, on la connaît par cœur la liste. Elle est enfantine, hein, voilà, c'est les pyramides à Évry, les Minguettes, les machins, tout ce qu'il y a, les Dervalières à Nantes, enfin, il y en a une centaine, on les connaît par cœur, c'est là où se vend 80% de la drogue en France, etc. On réquisitionne un immeuble, on met les gendarmes dedans, pas les policiers, parce que les gendarmes ont des règles d'engagement où ils peuvent dire le pistolet qui est braqué sur moi, c'est une balle dans la tête tout de suite. Ils ont la capacité de riposte des militaires et non pas de la police. Et donc, du jour au lendemain, vous faites ça dans 100 cités, tout s'arrête. Pourquoi ? Parce que le secret le mieux gardé, c'est que dans les cités en question, il y a encore des tas de petits blancs qui vivent. Et la seule fois où, ça fait quelques années, donc maintenant on peut le dire, la seule fois où des douaniers à Marseille ont infiltré une de ces cités-là, parce qu'ils ont les moyens de payer les informateurs, au bout d'une journée, ils avaient la queue devant chez eux, des gens qui disent « Attendez, on sait où ils sont, on sait ce qu'ils veulent faire, voilà, ils sont planqués ici, etc. » Le renseignement demande qu'à arriver. Les gens dans les cités n'en peuvent plus, notamment les Antillais, qui sont exaspérés qu'on les confonde avec des Maliens, etc., et qui, eux, sont français depuis Louis XIV, quoi, et qui sont emmerdés là-dedans, et qui sont... mais ils ont des choses à dire. Hein, et pareil, les descendants d'Espagnols rouges à Marseille et tout, ils sont plus rouges du tout, j'aime mieux vous dire. Donc, voilà, donc tous ces phénomènes-là montrent qu'il y a énormément d'informations à rassembler, et à partir des informations, sans violence, avec le code pénal tel qu'il existe aujourd'hui. Les réformes des codes, elles ont été commencées sous M. Bérégovoy, elles ont été terminées sous M. Balladur. Ce n'est pas Gengis Khan dans les deux cas. Hein. Donc, on a un code qui fonctionne bien, on a la capacité de le faire, on sait comment savoir ce qu'il nous faut rapidement. Eh bien, à un moment donné, il faudra le faire. Et si on ne le fait pas, eh bien, les gens en auront marre au bout d'un moment. Macron a déjà commencé à comprendre ce qui se passe quand on négligeait trop ce que les gens voulaient et souhaitaient. Eh bien, si ça continue comme ça, il le verra encore. Donc, nous, on n'a pas de possibilité autre que de donner des informations comme celle-là et de faire en sorte qu'à la fin, elles soient exploitées. Il y a tout le personnel pour faire ça. Tout ce que je viens de vous dire peut se faire sans dépenser 1 euro de plus, sans engager un flic de plus. Il suffit de rationaliser. Encore... au mois de juin dernier, ils ont des groupes de réflexion comme ça, au sommet, des généraux, des gens comme ça dans la gendarmerie, mais ils ont dit, nous, il suffit qu'on ait des ordres, hein, on les appliquera, il n'y a pas de problème. Voilà, donc à un moment donné, il faudra que les gens en aient marre. Et pour terminer, je vais terminer par un poème, 2 vers d'un poème d'un poète allemand qui n'est pas mon favori parce qu'il était un peu bolcho, qui est Bertolt Brecht. Mais Bertolt Brecht, dans un très beau poème de 1931, a dit « De qui dépend que l'oppression persiste? De nous. De qui dépend qu'elle cesse? De nous également. » Voilà. Merci. Et puis, question.